Welcome back. We are following breaking news out of the Supreme Court, which has just blocked the Trump administration from deploying the National Guard in Illinois. The justices rejecting the White House's claim that the troops were needed to protect federal agents carrying out immigration enforcement, particularly in and around the Chicago area. The decision represents a rare defeat for this administration by this conservative-leaning court. Il arrive parfois que les relations entre les pouvoirs changent de manière visible, même sans modification formelle de la structure constitutionnelle. Le 24 décembre, la Cour suprême des États-Unis a rendu publique une décision qui a directement modifié les attentes institutionnelles concernant les limites du pouvoir présidentiel. La Cour a déterminé que les actes exécutifs liés à la politique migratoire devaient être immédiatement révoqués, car ils violaient des décisions judiciaires antérieures et dépassaient les limites légales de la fonction. Cette orientation n'était pas purement interprétative. Elle impliquait une action, l'annulation de mesures et la reprise de directives suspendues. L'exécutif a toutefois refusé de s'y conformer. Dans une déclaration diffusée en direct, le président a affirmé qu'il ne suivrait pas l'ordre, arguant que le pouvoir judiciaire avait outrepassé ses fonctions. Ce refus n'était assorti d'aucune condition, ni accompagné d'une tentative de négociation. Il était catégorique et immédiat. L'impact de la déclaration présidentielle s'est manifesté à plusieurs niveaux. Le jour même, les membres de l'opposition au Congrès ont rédigé un projet de résolution de destitution fondé sur l'argument que le président avait violé les principes structurels de la séparation des pouvoirs en ne respectant pas une ordonnance légale de la plus haute instance judiciaire. Le document, enregistré par la suite sous le numéro HRES 353, a été accueilli avec une attention inhabituelle, y compris par des parlementaires qui, à d'autres moments, s'étaient opposés à des mesures similaires. Ce changement d'attitude a été attribué en partie à la clarté de l'épisode. La décision judiciaire était accessible au public. La déclaration du président a été diffusée en direct. Et il n'y a eu aucune contestation technique quant à l'authenticité ou à la portée de l'ordre émis. Cela a éliminé toute marge pour des disputes sémantiques ou des allégations d'erreurs de procédure. Le refus formel de se conformer à la décision a également provoqué une réaction parmi les acteurs du système judiciaire. Ils ont commencé à discuter, dans des médias spécialisés, de la possibilité d'une rupture fonctionnelle entre les pouvoirs. Même si le système juridique américain prévoit des mécanismes d'autocorrection, les analystes institutionnels s'accordent à dire que le non-respect direct d'une décision de la Cour suprême représente un type de défi qui dépasse les limites habituelles de la controverse politique. Il s'agit d'un mouvement qui déstabilise l'attente d'un respect volontaire des normes, base essentielle de la coexistence entre les trois pouvoirs. En affirmant qu'il n'est pas soumis à la décision de la Cour, le président déplace l'axe de l'autorité hors du domaine juridique et insère le débat dans la sphère de la force politique. Cette transition a des conséquences non seulement pour l'affaire en question, mais aussi pour l'équilibre général du système. La répercussion législative s'est produite presque simultanément. La Commission de la justice de la Chambre des représentants a annoncé qu'elle examinerait d'urgence la résolution présentée avec la possibilité d'ouvrir officiellement une enquête parlementaire. Les dirigeants des partis ont entamé des discussions pour évaluer la viabilité politique d'une nouvelle procédure de destitution, la troisième contre le même président. Le caractère inédit de la situation a suscité des réactions divergentes au sein même des groupes parlementaires. Certains parlementaires ont suggéré que, malgré la gravité de la situation, il serait prudent d'attendre des déclarations supplémentaires de l'exécutif. D'autres, cependant, ont affirmé que le refus explicite de se conformer à une ordonnance judiciaire constituait en soi une violation directe du serment de respect de la Constitution. L'épisode a pris une dimension institutionnelle encore plus importante lorsque des documents officiels du ministère de la Justice ont été divulgués à la presse. Des mémos internes ont confirmé que les conseillers juridiques de la Maison-Blanche avaient averti le président, avant sa déclaration, de l'obligation de se conformer à la décision.
Le choix de désobéir a donc été fait de manière consciente et contre les avis techniques émis par des organismes fédéraux liés à l'exécutif lui-même. Cela a renforcé l'impression que cette rupture n'était pas une erreur de communication, mais une décision stratégique visant à défier ouvertement les limites imposées par la Cour suprême. Ce constat a alimenté les discours les plus incisifs au sein du Congrès et a renforcé le sentiment d'urgence parmi les parlementaires de différents bords. Dans la pratique, le scénario généré par ce refus a déclenché une série de mouvements qui sont toujours en cours. Les manifestations de juristes, les éditoriaux des grands médias et les communiqués d'organisations civiles ont commencé à traiter cet épisode comme un test de résistance des institutions. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur l'issue probable, mais il existe un constat partagé: le refus d'exécuter un ordre direct de la Cour suprême ne peut être traité comme un épisode ordinaire. Cette chaîne suit de près les événements qui révèlent des fractures importantes dans le fonctionnement institutionnel du pays. En contextualisant chaque nouveau développement, nous cherchons à offrir une lecture qui va au-delà des événements immédiats. Rester informé sur la base de ce type d'analyse peut faire la différence dans des moments comme celui-ci. C'est dans ce contexte que le conflit entre les pouvoirs a pris une ampleur plus large et a commencé à impliquer d'autres instances que la Cour suprême et la présidence. Le Congrès, après avoir reçu la résolution de destitution déposée par les membres de l'opposition, a officiellement saisi sa commission de justice, qui a la compétence réglementaire pour entamer les étapes préliminaires de recevabilité. Le président de la commission, appuyé par les conseils techniques du corps juridique de la Chambre, a confirmé que l'examen de l'affaire serait traité en priorité, compte tenu du risque systémique potentiel que représente la situation. Cette décision n'impliquait pas immédiatement la reconnaissance de la culpabilité du président, mais indiquait que le pouvoir législatif estimait qu'il existait une base juridique plausible pour enquêter sur la conduite du chef de l'exécutif sous l'angle d'un crime de responsabilité. À partir de ce moment, la tension institutionnelle a cessé d'être purement symbolique et a pris une tournure procédurale. Des rapports internes ont été commandés afin d'évaluer des précédents similaires, notamment des épisodes historiques tels que la résistance du président Andrew Jackson à se conformer aux décisions de la Cour suprême au XIXe siècle et l'impact ultérieur de cette résistance sur la crédibilité du système juridique. La comparaison a été faite avec prudence, mais elle a mis en évidence des éléments de convergence. Dans les deux cas, la controverse ne portait pas sur l'interprétation de la loi, mais sur le refus explicite de s'y conformer. Cela a élargi le champ de l'analyse juridique et a permis aux experts constitutionnels d'affirmer que la destitution, loin d'être une réponse politique, peut constituer dans ce cas une obligation fonctionnelle du Congrès face à un acte d'insubordination institutionnelle. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des entités juridiques non partisanes, telles que l'American Bar Association, ont commencé à publier des notes publiques alertant sur les risques de ce précédent. La position de ces institutions n'impliquait pas de jugement de valeur sur le contenu de la décision de la Cour suprême, mais se concentrait exclusivement sur la rupture du principe de soumission de l'exécutif au contrôle judiciaire. La logique de ces manifestations est simple. Si le pouvoir judiciaire perd la capacité de faire respecter ses décisions auprès du chef de l'exécutif, l'architecture constitutionnelle fondée sur la séparation des pouvoirs est compromise. Et lorsque cette compromission est ignorée par d'autres instances, le risque de corrosion institutionnelle s'accélère. Le bureau du procureur général de la République, bien que lié à l'exécutif, a également commencé à être surveillé de près par les analystes institutionnels. En interne, des informations circulent selon lesquelles les procureurs fédéraux auraient discuté de la possibilité d'émettre des avis sur la légalité de la position présidentielle. En particulier, s'il existe des indices selon lesquels le refus de la décision de la Cour suprême serait mis en œuvre par le biais d'actes administratifs ou d'ordres internes adressés aux organes de contrôle. La concrétisation éventuelle de ces avis pourrait modifier considérablement le cours du processus législatif, dans la mesure où elle apporterait un soutien technique supplémentaire à la thèse selon laquelle il y a violation manifeste des normes constitutionnelles.
Cette escalade institutionnelle s'est également accompagnée de manifestations prudentes de la part du pouvoir judiciaire lui-même. Sans publier de communiqué officiel, les ministres de la Cour suprême ont évité de se prononcer directement sur le refus du président, mais ont autorisé la large diffusion des documents liés à l'affaire, y compris les votes, les fondements juridiques et les registres de procédure. L'objectif, selon des sources proches de la Cour, serait d'accroître la transparence et de permettre à la société et aux autres pouvoirs de comprendre la logique juridique de la décision qui n'est pas respectée. Il s'agit d'une stratégie visant à renforcer l'autorité de la Cour sans affronter directement l'exécutif sur le terrain rhétorique. Parallèlement, les membres du Sénat ont commencé à laisser entendre qu'ils suivraient de près les développements à la Chambre. Même si la procédure de destitution nécessite une majorité simple à la Chambre et les 2/3 au Sénat pour aboutir à la destitution, certains sénateurs ont déjà indiqué dans des interviews et des déclarations indirectes qu'ils n'excluaient pas d'évaluer le bien-fondé de l'affaire sur la base des faits et non uniquement de la loyauté partisane. L'ouverture de cet espace d'évaluation, même s'il en est encore à ses balbutiements, montre que l'épisode a déjà transcendé les disputes habituelles entre la base et l'opposition. Pour beaucoup de ces sénateurs, l'enjeu n'est pas seulement le destin politique d'un président, mais l'intégrité fonctionnelle du système de frein et contrepoids. La lecture historique a également pris de l'importance. Dans les universités et les centres de recherche constitutionnels, des séminaires et des dossiers consacrés exclusivement à l'analyse des implications de l'affaire actuelle à la lumière des expériences passées ont commencé à voir le jour. L'une des lignes de recherche les plus récurrentes considère que bien que les crises entre les pouvoirs ne soient pas inédites, il existe peu de cas de désobéissance aussi clairs et documentés que celui-ci. Cela a conduit certains chercheurs à affirmer que cet épisode doit être considéré comme un nouveau repère interprétatif de ce que l'on entend par infraction administrative grave dans le contexte de la présidence. Même s'il n'y a pas de consensus, le fait que cette discussion ait émergé dans les cercles spécialisés indique déjà que les effets de cet épisode dépassent le cycle d'actualité immédiat. Cette convergence d'analyses, d'avis et de manifestations institutionnelles constitue un alignement inhabituel dans le système politique américain. La tension qui se concentrait auparavant sur un acte spécifique, le non-respect d'une décision judiciaire, se répercute désormais dans de multiples sphères de l'État, chacune réagissant en fonction de ses prérogatives et de ses responsabilités. Cette multiplicité de réactions renforce l'impression que l'impasse ne peut être traitée comme un épisode isolé. Elle exige une réponse institutionnelle coordonnée, sous peine de reconfigurer par omission les limites de l'autorité présidentielle. Des analyses comme celle-ci permettent de suivre le rythme et la gravité des événements sur la base de critères institutionnels et pas seulement de discours publics. C'est ce type d'approche qui nous guide ici, en mettant toujours l'accent sur le contexte, la responsabilité et la vigilance civique. Le dernier épisode en date, dans lequel la présidence a refusé d'appliquer une décision de la Cour suprême, a provoqué un changement d'orientation dans les discussions institutionnelles. Ce qui pouvait initialement être considéré comme un incident juridique a pris une ampleur plus large, créant une crise d'interprétation sur les limites fonctionnelles entre les pouvoirs. Les juristes proches des tribunaux fédéraux ont souligné que le principal signal envoyé par ce refus ne réside pas seulement dans l'acte technique de désobéissance, mais dans l'intention sous-jacente de repositionner l'exécutif par rapport au judiciaire. Selon cette interprétation, le geste présidentiel s'inscrit dans une logique de concentration du pouvoir qui mise sur l'érosion progressive des mécanismes formels de contention. En revanche, d'autres analyses suggèrent que la réaction de l'exécutif ne doit pas être interprétée comme un mouvement expansionniste, mais comme une réponse de survie face aux multiples pressions qui compromettent la viabilité politique de son administration. Ainsi, le conflit serait moins l'expression d'un autoritarisme que le reflet d'un environnement où chaque décision a un coût élevé en termes de maintien de l'agenda. Dans ce contexte,
le débat institutionnel s'articule autour de deux grandes incertitudes. Quelle est la nature réelle de la transgression en cours? Et comment le pouvoir législatif doit-il se comporter face à celle-ci? La première question consiste à déterminer si cet épisode constitue une violation délibérée du principe de séparation des pouvoirs ou s'il s'inscrit dans un conflit ordinaire, bien que tendu, dans les limites du présidentialisme. La seconde concerne la proportionnalité de la réponse parlementaire. Engager une procédure de destitution peut être techniquement viable, mais politiquement instable. Dans le même temps, ne pas réagir peut consolider une pratique informelle de refus des décisions judiciaires. Cette ambivalence fait que l'impasse devient en soi un jalon institutionnel, car toute issue, même inconclusive, créera une référence. La communauté juridique spécialisée insiste sur un point précis. En ne respectant pas une décision de la plus haute instance judiciaire, l'exécutif affaiblit la notion selon laquelle l'autorité judiciaire est universelle et applicable à toutes les sphères du pouvoir. Cela compromet la prévisibilité du système constitutionnel, car cela crée un précédent dans lequel le respect des décisions judiciaires est désormais considéré comme une variable stratégique et non comme une obligation inconditionnelle. Le risque ne se limite pas au cas présent. Il s'agit de l'ouverture d'une brèche institutionnelle qui pourrait être exploitée par les administrations futures, quelle que soit leur orientation idéologique. Même si le cadre juridique actuel dispose d'instruments correctifs, leur efficacité ne sera réelle que s'il y a une action coordonnée et intentionnelle de la part des autres pouvoirs. Parallèlement au débat entre les institutions, il y a des impacts immédiats dans la sphère pratique. Le contenu de l'ordonnance judiciaire non respectée concernait des mesures qui garantissaient la suspension des expulsions jugées irrégulières et le rétablissement des protections de base pour les demandeurs d'asile. Le maintien de politiques précédemment bloquées par la Cour a eu des effets directs sur des personnes qui ne participent pas aux instances formelles du conflit, mais qui en subissent les conséquences. Les groupes de défense des droits humains ont averti que, même si la situation institutionnelle venait à être résolue à l'avenir, les dommages déjà causés seraient difficilement réparables. Cela ajoute une dimension humanitaire au cœur de la crise, montrant que la controverse n'est pas seulement juridique ou politique, mais aussi sociale. Au Sénat, la réponse institutionnelle a été marquée par l'ambiguïté. Les dirigeants de la majorité ont choisi de rester silencieux, exprimant leur inquiétude quant à la situation générale, mais évitant de faire des déclarations qui indiqueraient des positions claires. Cette stratégie de retenue est interprétée par certains observateurs comme un signe que le Sénat attend une action plus ferme de la Chambre avant d'évaluer ses possibilités en fonction du contexte politique et des pressions régionales. Bien qu'il n'y ait pas de signes évidents de dissidence au sein de la base gouvernementale, la possibilité d'une rupture de l'alignement n'est pas exclue. Le facteur décisif pourrait être le comportement des dirigeants des partis. S'ils choisissent de libérer leurs bancs, le processus prendra une tournure imprévisible, tant en termes de procédure que de résultats. Au sein de l'exécutif, la conduite de l'épisode révèle également des signes de fragmentation. Les déclarations divergentes des conseillers proches du président indiquent que le gouvernement n'a pas encore consolidé une position unifiée. Alors que certains insistent sur la légitimité de la conduite adoptée, d'autres évoquent la possibilité de revoir la décision ou de rechercher des solutions qui évitent un effondrement institutionnel. Cette oscillation montre que le noyau décisionnel évalue encore les risques liés au maintien du conflit. Le manque de clarté dans la gestion de la crise suggère que les répercussions ont été plus importantes que prévues et que les coûts politiques liés au maintien de la désobéissance continuent d'augmenter. Dans le même temps, des organisations de la société civile et des entités juridiques indépendantes ont lancé des initiatives visant à faire pression sur la Cour suprême pour qu'elle réaffirme son autorité. Les demandes se concentrent sur l'exigence de délais concrets pour l'exécution de la décision et la création de mécanismes de contrôle direct. Certaines pétitions suggèrent de tenir individuellement responsables les agents publics qui s'opposent à l'exécution des ordonnances judiciaires. Même si ces actions n'ont pas d'effet coercitif immédiat,
Leur existence renforce la légitimité de la Cour et élargit la portée institutionnelle de la crise, empêchant ainsi le silence de se transformer en normalisation. Cet épisode met également en évidence une limitation structurelle du système judiciaire américain, l'absence d'un mécanisme interne à la Cour suprême garantissant l'exécution immédiate de ses décisions lorsqu'elles se heurtent à la résistance de l'exécutif. En temps normal, ce type de dispositif n'est pas nécessaire, car on s'attend à une coopération institutionnelle mutuelle. Cependant, lorsque cette attente est rompue, la dépendance du pouvoir judiciaire à l'égard de l'action des autres pouvoirs, en particulier du pouvoir législatif, devient évidente. Cela place le Congrès au centre de l'équation institutionnelle, non seulement en tant qu'arbitre politique, mais aussi en tant qu'agent de sauvegarde de l'équilibre républicain. Il n'est pas encore possible de savoir quelle sera la solution retenue, mais il est certain que la voie choisie laissera des traces. Il ne s'agit pas seulement de résoudre une impasse ponctuelle, mais d'établir, ou non, les limites qui séparent la divergence institutionnelle de l'atteinte délibérée à l'ordre juridique. Cet épisode s'ajoute à d'autres moments historiques où le système politique américain a été mis au défi de démontrer sa capacité d'autodéfense. Sa résolution ne définira donc pas seulement l'avenir immédiat du gouvernement en exercice, mais aussi les contours de ce qui sera toléré ou réprimé dans les conflits entre les pouvoirs au cours des années suivantes. Cet espace éditorial continuera à suivre chaque développement avec rigueur et indépendance, car en période de conflit institutionnel, observer attentivement le processus fait partie de la responsabilité publique qui sous-tend toute démocratie.